Ce soir, on va parler de BDD, Behavior Driven Development, présenté par Mehdi. Et on a effectivement, comme tu l'as dit, la chance et l'honneur d'avoir Pierre Cano avec nous, test leader chez Rakuten. Je pense que tout le monde connaît Rakuten. Il fera une rapide présentation, hein, Pierre. Rakuten, Test manager. test manager sur notre app. Pour ceux qui ne connaissent pas Rakuten, bien dommage, mais c'est la marque qui a racheté Press Minister. Donc, marketplace, hein, grande marketplace sur Internet, avec lesquels donc nous, Proxiad, ben voilà. Bonsoir et bienvenue donc Stéphane et Alexandre qui viennent d'arriver. Donc voilà, donc avec lesquels avec Rakuten nous travaillons en Proxiad depuis 2 ans maintenant. Et donc ce soir, présentation par Mehdi qui est QA sur l'équipe Rakuten avec Pierre qui va participer à cette présentation. Mehdi, tu peux prendre la main et partager ton écran. Normalement, si tu ne fais pas de partager ton écran, déjà activer tu as mis ton micro, très bien. Donc, il faut juste me donner le droit que j'arrive pas. Allez, hop, vas-y, tu vas pouvoir le faire. Hop, allez, c'est parti, Mehdi, on voit ton écran. Ah, c'est à toi, Mehdi. Bonne présentation. Okay. N'hésitez pas. Merci Vincent, merci Laurent et merci à tous d'être là ce soir pour assister à ma présentation, qui portera comme annoncé sur le test dans un projet Behavior Driven Development, ou en français, le développement donc piloté par le comportement. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné par notre invité, comme disait Laurent, Pierre Canoa, le test manager chez Rakuten France, qui sont un excellent exemple, bien sûr, pour les projets BDD. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, ça serait plus un rappel des généralités sur le BDD et pour d'autres, de nouvelles choses à découvrir. En tout cas, je souhaite à toutes et à tous une très bonne visualisation. Je suis Mehdi Adawi, ingénieur QA chez Proxiad Nord et sans plus tarder, on attaque le plan de notre présentation. Qu'est-ce que le BDD? Pourquoi le BDD? Quels outils pour faire du test en BDD? Une étude de cas avec notre ami Pierre Canois pour nous expliquer comment se passe le BDD chez Rakuten France et un mot de fin, puis une session questions-réponses. Alors, qu'est-ce que le BDD? Donc, le BDD ou le développement piloté par le comportement est une pratique issue des principes de l'agilité. Donc, c'est une sorte d'évolution du TDD qu'on verra tous ensemble un peu plus tard dans la présentation, donc qui consiste à mettre le besoin client au cœur du projet grâce à de la communication efficace, continue entre tous les acteurs y prenant part. Donc, j'ai jugé opportun de parler de l'origine du BDD pour pouvoir comprendre le vrai sens de cette méthode. Donc, il a été imaginé et puis documenté par Daniel North en 2006, qui a remarqué à tel point le manque de communication, comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs, retardait les projets de développement, même au sein d'organisations agiles. Donc, on va lire un petit passage de son article qui montre clairement donc, les soucis rencontrés et qui y ont poussé donc, Daniel Ward a créé le BDD. Donc, j'avais un problème quand on utilise ou qu'on enseigne les pratiques agiles telles que le développement dirigé par les tests, le TDD qu'on verra plus tard, sur des projets dans différents environnements, on rencontre toujours la même confusion et les mêmes difficultés de compréhension. Donc, les programmeurs veulent savoir par où commencer, ce qu'il faut tester et ce qu'il ne faut pas tester. Donc, combien de tests doivent être exécutés en une fois, ceux qui lancent leurs tests et comment comprendre pourquoi un test échoue. Donc, c'est assez compliqué. Plus on va profondément dans le TDD, plus on a l'impression que le processus d'apprentissage est moins un processus d'amélioration progressive de sa maîtrise qu'une suite de tâtonnements et d'essais-erreurs. Donc, on arrive plus fréquemment à se dire, si seulement quelqu'un m'avait dit ça avant. Donc, je me suis arrêté délibérément au niveau de cette phrase, car je sais pertinemment qu'elle nous revient tous, donc souvent à l'esprit, quel que soit le projet sur lequel on travaille ou les clients pour lesquels on exerce. Donc, la première solution dans l'immédiat, pour Daniel Ward, était d'implémenter ce qui fut appelé par la suite la communication efficace. Donc, son principe est clair. Les bonnes personnes sont censées recevoir les informations adéquates au moment adéquat. Donc, le BDD, comme on disait, est une évolution du TDD dans le but de rendre le processus de développement en cours plus clair, concis et accessible à tout le monde. Donc, comme on peut voir sur ce petit schéma, donc
TDD s'occupe d'organiser uniquement la méthode de développement sans changer le reste des processus agiles. Quant au BDD, il s'occupe d'organiser toute la méthode de travail en mettant à disponibilité l'avancement global du développement à toutes les parties prenantes d'un projet. Donc, dans le TDD, on développe en se basant sur des tests qui seront initialement KO, bien évidemment, faute d'implémentation de code, qui n'est toujours pas faite au début d'un sprint. Puis le code est développé dans le but de faire passer ces tests d'acceptation. Donc le test réalise en quelque sorte le besoin client pour la feature développée. Quant au BDD, on rédige le workflow sous forme de feature files, qu'on verra par la suite, qui décrivent la user story avec un langage humain, donc en prose, compris par toutes les équipes du projet, et le code est développé jusqu'à ce que tous les scénarios qui composent la feature en question soient passants. Donc le BDD et le TDD, comme on peut voir, se rejoignent au niveau du concept de test first et de l'automatisation systématique des tests manuels, et divers sur d'autres points. Sur le niveau d'accès au développement qui est très bas en TDD, vu qu'il inclut que l'équipe des développeurs, et qui est haut en BDD, vu qu'il inclut toute l'équipe du projet. Donc, en une Mehdi, je me phrase. permets de t'interrompre une toute petite seconde. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste retransférer le rôle d'hôte de la réunion à Laurent, s'il te plaît? Parce qu'il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente, je crois qu'il faudrait qu'on puisse les D'accord. faire rentrer. Tu as juste à faire ça et puis tu pourras poursuivre tranquillement, ça ne va pas bouger ton écran, Ok. t'inquiète pas. Alors, je ne suis pas expert en Zoom. Dans la liste des participants, clique droit sur Loucher Laurent et tu peux me remettre en animateur ou en hôte. Mhm. Animateur. Paf, impeccable. Voilà, C'est bon, c'est tu peux fait. reprendre. Merci. Merci à toi, Mehdi. Je t'en prie. Donc, on disait en une phrase, pour résumer tout ça, le TDD, il fait un focus sur le fait de produire correctement le livrable, donc la manière à développer, tandis que le BDD, il privilégie surtout le fait de produire le livrable adéquat au niveau de qualité souhaité. Donc, ce qui nous mène logiquement à la deuxième partie de notre présentation, qui est pourquoi le BDD, ou plutôt quels sont les impacts positifs d'une stratégie BDD au sein d'un projet ou d'une organisation de développement. Donc, le premier impact positif concerne bien évidemment la communication, grâce à l'instauration de meetings réguliers, donc qui traitent chacun des sujets précis, tous dans le but de maximiser les effets positifs de la communication efficace qu'on a pu traiter ensemble au début de présentation. Donc, pour commencer le daily, bon, c'est un classique des organisations agiles qui réunit chaque jour à une heure précise toute l'équipe de développement, les développeurs, dont les tech leads, les QA et les product owners, et permet une communication constante sur ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire, ce dont on aurait besoin, un peu comme ce qui se fait partout en agilité. Deuxièmement, viennent les QA meetings. Donc, c'est une sorte de réunion des testeurs des différentes équipes où chacun pourrait parler de son paramètre d'intervention en partageant ce qui pourrait être utile à ses collègues ou parfois même en demandant justement des directives aux plus expérimentés de l'équipe. Ça permet aussi au test manager, et Pierre aura l'occasion de confirmer en fin de présentation, donc d'avoir une vue sur les avancements des différents projets pour garder encore une fois le fil conducteur d'une communication efficace. Et ça lui permet aussi de remonter les soucis rencontrés par son équipe aux personnes adéquates au moment adéquat. Bien après les meetings hebdomadaires métiers, donc, qui réunissent l'équipe de développement et l'équipe business, et qui ont comme but de permettre aux deux équipes de discuter ensemble sur la possibilité d'implémenter telle ou telle fonctionnalité. On discute la faisabilité, les délais, etc. Bien après les gros meetings, donc qui réunissent l'équipe de développement et souvent aussi l'équipe business, un peu comme les meetings hebdomadaires métiers, et donc qui ont pour but surtout de quantifier la charge de travail relative aux fonctionnalités en question, donc afin de communiquer clairement la roadmap de développement qui inclut les délais de livraison des fonctionnalités en production. Donc, juste après viennent les rétros. Donc, les rétros réunissent l'équipe de développement et l'équipe business et comme le nom l'indique, permettent à l'équipe de discuter ensemble de ce qui allait pendant un sprint, de ce qui allait moins, de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faudrait cesser de faire,
le tout dans une bonne humeur de travail accompli au maximum de ses capacités, et ça se fait souvent à la fin d'un sprint. Et donc, je vais laisser ce qui est le plus spécifique au BDD pour la fin, donc le fameux Three Amigos. Donc, comme on peut le voir sur la photo, ça réunit le développeur, le testeur et le business analyst ou bien le product owner. Donc, elle permet à chacun des 3 acteurs de cette réunion de tirer un maximum de profit dans un souci de qualité. Donc, pour le développeur, elle lui permet de savoir quelle stratégie d'implémentation de code il utiliserait pour répondre aux besoins du business et donc avoir une certaine compétence. Et il doit surtout avoir une certaine compétence technique, ce qui fait qu'il est souvent représenté par le lead tech de l'équipe de développement. Côté business, on l'appelle souvent soit le business analyst ou bien le product owner. Donc, elle lui permet d'exposer fonctionnellement quel est le problème à résoudre pour pouvoir définir le besoin en termes de features à développer. Donc, il gère le côté fonctionnel du projet et n'a pas forcément un bagage ou des connaissances techniques. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin, donc le testeur. Elle permet au testeur d'apprendre très tôt la stratégie de test, ou bien d'appréhender, très tôt la stratégie de test vis-à-vis de la feature à développer, en ayant à la fois, et chose ce n'est pas souvent le cas dans d'autres méthodes de fonctionnement, de travail, donc par rapport au BDD, il a à la fois des données boîte noire, qui sont donc les spécifications fonctionnelles reçues des PO, du business analyst. Il a aussi des données, même minimales, en boîte blanche, qui sont donc les méthodes de développement que le lead tech a prévu d'utiliser et qu'il a partagé lors du Triamigos. On va prendre un exemple concret. On va imaginer que le testeur apprend lors d'une réunion Triamigos que son ami développeur utilisera une méthode existante dans le code. Donc, pour gérer, par exemple, on va prendre la validation d'un formulaire simple. Si on suppose que le testeur ait déjà testé un ancien formulaire qui est régi par cette méthode et se rappelle que la méthode ne gérait pas des inputs incohérents, donc à l'issue du Triamigos, il saura déjà qu'il va devoir vérifier qu'il y a bien eu des modifications pour corriger ces bugs. Donc, deuxièmement, le deuxième impact positif du BDD sur un projet, c'est l'accessibilité aux features du projet pour tous les membres de l'équipe. Donc, comme on a vu ensemble, les features en cours de développement sont représentées sous forme de plusieurs scénarios dans un langage humain, et ça, c'est la spécificité du BDD, donc à la portée de toutes les parties prenantes du projet sans avoir besoin de bagage technique informatique. Et l'un des exemples de ces langages les plus utilisés, c'est le Gherkin. Donc, le Gherkin est basé sur plusieurs mots-clés dont les 3 mots-clés les principaux, c'est given, when et then, donc, qui sont comme c'est explicite, donc given étant donné que, when quand une action se passe, c'est-à-dire si je clique sur tel bouton ou tel bouton, then je suis censé recevoir un résultat. Donc, si on voit un exemple concret, on peut voir ici au coin les test steps, donc les pas de test. Premièrement, étant donné que le solde d'un compte est de 100 $ et que la carte est valide et que le distributeur contient assez d'argent et que le propriétaire du compte demande à retirer 20 €, then, donc le mot-clé, donc, le distributeur est censé distribuer les 20 € et le solde du compte est censé être à 80 $. Donc, c'est un scénario simple qui permet de gérer tout ce qui est transaction, tout ce qui est solde du compte. Donc, les comportements à retrouver, comme on vient de voir dans les features à développer, sont référencés par le QA en Gherkin et mis à disposition des différents intervenants de l'équipe. Donc, on peut voir comme l'exemple d'outil le plus utilisé, Cucumber Studio, anciennement SmartBear. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un imprimé écran d'un projet réel. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir un peu le floutage un peu partout. Vous pouvez voir le nom du projet, vous pouvez voir un onglet vers le dashboard, un lien pour implémenter les différentes features du projet, les scénarios qui les composent, un onglet Test Runs pour lancer l'exécution donc des scénarios implémentés dans les features. Donc, on peut voir un onglet Automation qui permet de générer des fichiers
point feature, bien sûr, cette option est très intéressante au niveau de Cucumber Studio. Donc, ça nous permet déjà de générer des fichiers point feature qui nous serviront par la suite au projet d'automatisation. Puis, on peut voir à la fin un onglet Living Documentation où toute l'équipe peut avoir accès à l'avancement constamment mis à jour du projet de test. Donc, on peut voir à ce niveau que le scénario est lié à un ticket Jira qui décrit une user story spécifique, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un ticket Jira et le scénario est bien lié au ticket en question. Donc, quand le test il sera exécuté, son statut sera visible au niveau du ticket Jira, ce qui donne un accès à très haut niveau de l'avancement des tests à toute l'équipe. Alors, troisièmement, l'impact positif du BDD sur l'automatisation des tests. Donc, les outils de référencement de tests, comme on vient de voir Cucumber Studio, ils permettent de lier les features, les scénarios qui les composent, à des scripts, des drivers et des outils adaptés, afin de mettre en place une automatisation systématique des tests. Donc, les tests de non-régression font partie des sujets les plus importants dans du test en BDD, afin de garantir tout le temps une qualité constante. Donc, un exemple de combinaison d'outils, on peut travailler sur Cucumber Studio, WebDriver.io et JavaScript. Ce qui nous mène directement à notre troisième partie, quels outils pour du test en BDD. Donc, sur ce petit schéma, on peut distinguer les trois éléments combinés, donc Cucumber Studio, si on peut voir WebDriver.io et le JavaScript, parmi tant d'autres, bien évidemment, qui sont utilisés en complétion. Ici, on peut voir les produits Atlassian, donc les produits Jira. On peut voir Jira, on peut voir GitHub, on peut voir le Node.js et son package manager connu, donc le NPM, ou encore son évolution, le Yarn, qui télécharge les packages requis simultanément et donc est beaucoup plus rapide que le NPM. On peut voir aussi Postman pour le test des API et son outil pour exécution en ligne de commande, donc Newman. Et enfin, la combinaison Docker Jenkins pour assurer l'intégration continue des features développées et la programmation des différents déploiements, dont la mise en production, qui est le but final, bien sûr, d'un projet de développement. Donc, on a pu voir ensemble Cucumber Studio en deuxième partie de cette présentation, et on y reviendra plus tard en détail. Mais passons maintenant au fameux WebDriver.io. Alors, qu'est-ce que c'est? Juste avant, Mehdi, si tu me permets de te couper, on a dans les commentaires, quand tu parlais tout à l'heure des Triamigos, on avait Basile qui précisait, alors pour laisser aussi Pierre réactiver son micro et rebondir ce qu'il a répondu, qui disait que c'était souvent, malheureusement, souvent le tech lead qui prenait quoi, plus de décisions. L'idéal, c'est que tous les devs soient suffisamment compétents sur le projet qu'ils puissent assister. Je laisserai peut-être Basile un peu compléter sa question ou la remarque sur cette partie du Triamigos et du tech lead. D'accord. Effectivement, Pierre qui complétait que effectivement, le mot important des Triamigos, c'est la collaboration, certes. Je pense que la collaboration entre les Triamigos doit être forte et présente. Basile, si tu veux tu peux activer ton micro si tu nous entends. Oui, vous m'entendez? Super, Basile. Voilà, très bien. Oui, c'est très, très, très rapidement. C'est juste que j'ai vécu les deux situations, à savoir une cérémonie très amigos où il n'y avait que le tech lead qui allait et dans une autre équipe, c'était n'importe quel des développeurs. Et ça me paraît beaucoup plus mature d'un point de vue de l'équipe, d'un point de vue autonomie de l'équipe. Si tous les développeurs peuvent y assister, s'il n'y a que le tech lead qui a les compétences nécessaires, qui a les compétences utiles pour le Tres Amigos, c'est certainement que le tech lead retient trop d'informations et partage pas, que les responsabilités ne sont pas assez partagées. Donc c'est beaucoup plus sain pour moi que ce soit un développeur, n'importe quel développeur de l'équipe, qui puisse aller en Tres Amigos et pas juste le tech lead. Voilà, c'est tout pour moi. Dis ton avis, Mehdi. Non, je suis Vas-y, Pierre allait expliquer. Vas-y. Moi, j'allais rebondir là-dessus. C'est vrai que ça dépend en fait des organisations. Actuellement, au niveau de Rakuten, on va dire c'est toute l'équipe qui est considérée comme utile pour pouvoir intervenir sur ce Tres Amigos. Le but, c'est de répondre aux besoins de toute l'équipe, pas répondre aux besoins juste du tech lead qui va synthétiser certaines informations. Et c'est mieux justement d'avoir des rôles tournants
pour être sûr que tout le monde s'implique au niveau de cette problématique. Parce que là, on parle vraiment de collaboration. Et le Tres Amigos, comme on dit, BDD côté QA un peu plus et TDD et PO, et TD un peu plus, le TDD côté développeur. Pour ça, on a besoin d'avoir une certaine communication entre le QA, les développeurs, le PO, et pas que le tech lead. Le tech lead, c'est vrai qu'il va synthétiser lorsqu'il y a une grosse équipe, une grosse structure, la possibilité de pouvoir remonter certaines informations parce qu'on ne pourra pas faire X réunions pour pouvoir répondre à cette problématique collaborative. Mais c'est vrai que ce qui est recommandé, c'est d'avoir un rôle tournant à ce niveau-là ou parfois de faire intervenir toute l'équipe lors des fins de sprint. Souvent, on discute à peu près de ce qui s'est passé pendant le sprint, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, etc. Et ça permet déjà de faire une petite synthèse. Et le QA aussi peut aussi directement aller choisir sur certaines features, de se faire un Tres Amigos lié à un périmètre spécifique parce que les développeurs, souvent, ils se partagent les rôles. Donc, ils ne vont pas tous travailler sur le même périmètre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, Basile. Basile, ça te va? Oui, très bien. Super, merci. Ok, tu peux. Ok. Je laisse reprendre, Mehdi. Merci. Donc, Pierre, il a rapporté une réponse complète. Donc, c'était, en fait, comme je disais, souvent, malheureusement, comme disait Basile aussi, souvent, c'est le tech lead qui représente les développeurs dans les réunions très amigos. Chez Rakuten, ça ne se fait pas. Donc, tous les développeurs sont là. Comme ça, chacun peut peut-être apporter des choses, parfois qu'un expérimenté ne pourra pas apporter. Donc, ça arrive. Donc, ça arrive sur pas mal de projets. Donc, je reviens à WebDriver IO. Donc, qu'est-ce que c'est que WebDriver IO? Premièrement, donc, c'est un framework d'automatisation de tests basé sur du JavaScript. Il a été programmé en Node.js. C'est un outil open source. Il permet de gérer des projets d'automatisation sur desktop et sur mobile. Et surtout, il permet de gérer des projets d'automatisation qui sont orientés BDD et TDD. Alors, comment WebDriver IO fonctionne? Donc, l'automatisation des tests sur WebDriver IO est souvent basée sur 3 éléments. Quand je dis 3 éléments, c'est 3 fichiers, on peut les appeler 3 scripts, donc qui sont connectés d'une façon et qui permettent de dérouler le test en question. Donc, le premier élément est appelé la feature. Donc, c'est des fichiers .feature. On va prendre directement un exemple d'une feature qui décrit une simple authentification sur une application web. Donc, comme on peut lire, il y a une description en Gherkin d'une vraie feature à développer dans un projet réel, d'où bien sûr les floutages. On peut voir au début un résumé fonctionnel de la feature. En tant que user sur la login page, je dois pouvoir me connecter afin d'acheter, de vendre ou de visiter le site. Ensuite, on peut voir un background, un scénario outline qui définissent en quelque sorte le périmètre de la feature, puis les steps du scénario à exécuter et un jeu de données pour lancer le test. Donc, c'est la première partie du procédé. Donc, la deuxième partie, c'est un fichier qu'on appellera un fichier .page.js et que ça sera la page à tester. Donc, ou plutôt la page concernée par le test. Donc, le but étant de dépiqueter les éléments de la page avec lesquels le test automatique aura une interaction, stocker leurs valeurs grâce à leur identificateur, que ce soit leur XPath, leur nom de classe, nom de ID, etc. Donc, les méthodes get sont définies à ce propos. Donc, on peut voir user ID input, user password input pour récupérer le champ de saisie de l'ID du password, par exemple, récupérer le bouton login, récupérer le header, l'image au header, le message d'accueil après la connexion pour pouvoir tester l'assertion et le login form. On peut voir aussi la définition de certaines méthodes qui permettent la manipulation justement des valeurs qu'on vient de dépiqueter. Donc, on peut voir la méthode open, on peut voir la méthode wait for login page to load, etc. Et tous dans le but de la manipulation. Ici, on peut voir des méthodes qui sont de WebDriver IO, donc fournies par le framework, donc isDisplayed ou wait for displayed, et c'est souvent explicite, donc la nomination est explicite.
Donc, on comprend clairement ce que la méthode, elle permet de faire, donc d'attendre 10 secondes avant de passer à la prochaine étape. Encore des méthodes qui permettent le login, qui permettent d'attendre que le compte, enfin, la page de l'utilisateur soit bien affichée afin de faire l'assertion, et une méthode get qui permet de récupérer le message, le welcome message, qui est bien évidemment sur la page du compte de l'utilisateur pour l'assertion. Donc, ça nous mène à notre troisième élément. Donc, le troisième élément, c'est les pas de test qui sont souvent présentés comme ça. Donc, nom du fichier .steps.js et qui montre clairement, donc on peut revoir ce qui était écrit sur le fichier feature, donc le given, le when, le then, puis un code JavaScript qui utilise ce qu'on a défini comme méthode et comme donc, ce qu'on a récupéré, donc les éléments et les méthodes, on va combiner ce qu'on a préparé au fichier page pour pouvoir dérouler les tests. Donc, on ouvre la page de notification, on va insérer le username et le password, et après, on va tester que le message d'accueil est bien présent sur la page, qui nous permettra de savoir que le login a été fait correctement. Je peux rajouter, ici, notre objectif au niveau de l'architecture sur l'outil, c'est toujours garder dans la même logique de l'écosystème tout ce qui est BDD, TDD. Donc, avoir une lisibilité de tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit un PO, un LT ou une personne tierce qui n'est pas forcément QA, qui a besoin de comprendre les tests qui sont KO et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai essayé de créer une structuration qui était dans cette logique et qui était lisible par n'importe quel utilisateur directement. Donc là, on est parti sur un modèle de type page object model qui nous permet de mieux documenter nos tests par la suite lorsqu'on sort le reporting, principalement. Merci Pierre. Donc, on passe à la configuration de l'outil qui est assez simple et accessible grâce à ce qu'on appelle WebDriver.io configuration helper. Donc, comme exemple, si on est sur un dossier démo, il suffirait de lancer un npx wdio config pour avoir une sorte de helper qui nous permet de la configuration de query documentation, backend located, my local machine, quel framework vous voulez utiliser. Donc Mocha qui est une sorte de concurrent à Cucumber, mais c'est un peu le même principe d'écriture qui permet d'écrire donc d'une façon simple les features d'une façon comprise, etc. Donc c'est assez simple. On utilise les flèches pour choisir pour répondre à chacune de ces réponses, et il suffit de finir la configuration pour que le projet commence déjà. Donc l'exécution des tests aussi se fait par une manière très simple. C'est soit une ligne de commande en utilisant le npx, exécuteur d'npm, ou soit en utilisant yarn comme chez Rakuten, donc avec quelques options que vous pouvez voir ici. Donc cucumberoptions.tagExpression @authenticate, ça permet d'exécuter que et uniquement que la feature qui est précédée par ce tag. Donc, il y a Cucumber, il offre plusieurs options pour bien gérer l'exécution des tests avec WebDriver.io. Donc, pour compléter le cycle de test par sprint dans un projet BDD, les résultats des tests manuels et automatisés sont rapportés, comme on a vu sur Cucumber Studio, et l'exécution des tests est présentée sous forme de test runs, chaque run contenant un ou plusieurs tests. Donc, on peut voir qu'on a une vision sur les tests OK, KO, etc. Dans notre cas, bien sûr, tous les tests sont OK, donc lors de l'exécution. Ou encore le détail des scénarios exécutés. Puis parfois, on peut rajouter des pièces jointes à l'exécution, ainsi que des commentaires laissés par les QA si nécessaire. Dans un projet à grande échelle, donc il y a bien évidemment d'autres outils et stratégies qui seront utilisés, combinés et continuellement améliorés. Donc c'est l'une des devises du BDD, c'est l'amélioration continue, afin d'optimiser, comme on a vu ensemble, le déroulement du workflow et la qualité des livraisons, qui est en quelque sorte la finalité de tout projet informatique. Il faut noter là-dessus qu'au niveau de la partie QA, nous, chez Rakuten, on n'intervient pas que sur la partie qualification, mais aussi on accompagne globalement tout le cycle de vie de release management et delivery management. Donc, c'est aussi une charge assez conséquente qui nécessite de travailler en proximité
avec les développeurs et aussi les admins système qui se chargent de pousser, in fine, nos builds en production. Donc, de toute façon, je comptais direct passer la main à Pierre. Je tiens à signaler que le projet BDD chez Rakuten est l'un des projets les plus étoffés de France. Je vais, avant de te passer la main, Pierre, citer quelques chiffres pour que nos auditeurs aient une idée de l'envergure du projet. Donc, en 2018, Rakuten Global, donc on a un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros, en progression de 28%. En France, la tendance est similaire, puisque en 2018, c'est la plus grosse année enregistrée depuis la création de l'entreprise. Donc, le BDD ramène bien des impacts positifs sur les organisations. Donc, quelques chiffres rapidement. En 2019, Rakuten, c'est 612 releases, donc 612 features et fonctionnalités ont été développées et testées par ces différentes équipes et mises en production. Donc, ça montre un petit peu le potentiel de productivité d'un BDD. Donc, notre invité ce soir, vous le savez déjà maintenant, donc Pierre Canoa, test manager, plus de 7 ans d'expérience en tant que UA sur plusieurs fields. Et je te passe la main, Pierre. À bientôt. Merci beaucoup, Mehdi. Avant de rentrer dans le détail, parce que ça, c'est un peu l'architecture dans laquelle nous sommes montés, je pense que... Ouais, ok. Globalement, pour rebondir à tout ce que Mehdi a dit jusque-là sur la problématique BDD, TDD, là, ça fait une année presque que j'ai rejoint Rakuten. Et l'objectif principal, comme vous avez vu au niveau des chiffres, c'est qu'on est en train de grandir, on a de plus en plus de clients et on a besoin d'assurer un niveau de qualité un peu plus élevé et surtout d'être sûr que la collaboration au niveau des équipes aussi, elle fonctionne très très bien parce que c'est l'élément central sur lequel nous essayons de travailler. C'est-à-dire pour beaucoup d'entreprises, on est passé sur l'agilité et on a quitté le mode cycle en V ou en cascade et on a globalement oublié que la partie de documentation était très très importante. Donc c'est un des postulats que je me suis rendu compte en arrivant au niveau de l'équipe. Et aussi, on avait des difficultés sur la capacité à livrer très rapidement, à aussi faire de l'automatisation. Il y avait plein d'enjeux qui étaient devant moi lorsque j'ai rejoint l'équipe. Et j'ai décidé principalement de refondre tout l'écosystème et de réussir à le centraliser et à créer la collaboration inter-équipe, d'une part, donc entre les QA, entre les future teams et aussi entre les différents métiers au sein de la future team, c'est-à-dire les devs, les PO, les QA, le lead tech globalement. Et pour ça, l'axe central, c'était autour du Tres Amigos. Et comme il a bien dit Mehdi, le but pour nous, c'est de pouvoir réussir à livrer assez rapidement, comme on a beaucoup de livraisons en continu. Aujourd'hui, on n'est pas totalement automatisé. On voudrait faire du delivery continu, mais aujourd'hui, on a besoin d'accélérer sur la phase de la montée en niveau de la partie automatisation. Donc, d'où toutes ces transformations. Donc, aujourd'hui, le schéma que vous voyez actuellement, c'est l'écosystème avant que j'arrive chez Rakuten, qui était encore en phase de construction. Si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mehdi. Oui. Et du coup, pour pouvoir étoffer et répondre à la problématique que nous avions, donc c'est un objectif sur le long terme, de pouvoir avoir un écosystème totalement intégré, là où on est capable de tester tous nos environnements. Donc actuellement, on a différents environnements, un environnement de dev, un environnement de test, des environnements d'intégration, preview, et bien sûr la production. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on avait, c'est de pouvoir réussir à tester tout ça, sachant que si on compare tous les cas possibles avec les types d'environnement, les types de variations, le type de version, etc., ça nécessite d'avoir un écosystème plus poussé, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, on a essayé de trouver des solutions. La partie Cucumber Studio, c'était un des choix. On ne voulait pas forcément utiliser un simple référentiel de test, plus derrière un outil pour pouvoir automatiser avec des future files type Cucumber Studio. On s'est dit, il y a un outil qui est capable de faire tout en un. On va partir sur Cucumber Studio. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et je voulais que tous les choix que je faisais puissent s'y connecter ou être en lien dans un écosystème. Donc, aussi bien en externe qu'en interne, qu'on puisse travailler et être capable, in fine, avec Jenkins, de tout automatiser et aussi en utilisant tout ce qui est Docker et toutes les technologies modernes qu'on peut avoir aujourd'hui. On est en train de construire des device farms en interne. Donc,
on essaie de faire des choses qui existent sur le cloud, mais qu'on peut avoir moins cher en faisant nous-mêmes, sachant qu'avec notre grosse structure, nous avons pas mal d'infrastructures et d'équipes qui peuvent nous aider justement à construire tous ces éléments. Donc aujourd'hui, le postulat pour nous, c'est d'aller un peu plus vite et surtout d'améliorer la qualité au niveau des livrables, parce que parfois on passe beaucoup de temps à tester la même chose, à faire des non-règles sur différents sujets, alors qu'on pourrait mieux les automatiser. Et aujourd'hui, notre force de frappe sur laquelle on est en train de s'investir, c'est à ce niveau-là. Voilà. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est la collaboration. Il faut que tout le monde puisse avoir de la lisibilité. Et aujourd'hui, je m'appuie aussi sur le machine learning. On a un outil de reporting qui est lisible par n'importe qui au niveau de la collaboration de la Future Team. Le PO, le dev, le LT peut facilement rentrer dans notre outil de machine learning qui va analyser tous les tests qui sont exécutés, faire des comparaisons avec des métriques et des graphes. Et on va être capable, ou n'importe quelle personne qui n'est pas forcément habilitée QA, va être capable d'analyser les différentes problématiques qu'il peut y avoir sur le périmètre sur lequel il est ou elle est assignée. Donc voilà notre plus grosse problématique et aujourd'hui on est dans cette grosse phase de transformation dans laquelle Mehdi fait partie comme d'autres collaborateurs de Proxia. Voilà. D'accord, merci Pierre. Merci Pierre, merci à vous pour votre attention. Je compte bien, avant de passer à la session de questions-réponses, vous remercier en Gherkin. Donc, given you're an IT employee who had just finished working, comme tout le monde, on vient de finir une journée de travail en informatique, et que vous êtes fatigué et que vous êtes quand même venu au webinaire, then ça compte beaucoup pour moi et j'aimerais vous remercier énormément. Merci à toi, Mehdi. Hein. Merci, Mehdi. Ah bah, c'est moi. Vraiment, merci à vous. Super, top. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez réactiver vos micros. Donc, là, je vois Johan a activé son micro. Enfin, allez-y. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Mehdi et Pierre sont là pour vous répondre. Personne n'a de questions? Oui, il est effectivement très original le slide de remerciement, Mehdi. Perso, je l'ai vu, j'adore. Merci. Éventuellement, j'aurais une question. Sur le BDD. Donc, moi, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je me suis un peu renseigné sur la question. Et la façon dont je l'ai vu, il parlait beaucoup d'exemples, de partir notamment d'un atelier example mapping ou des choses comme ça. Par exemple, pendant les ateliers de Tres Amigos, à votre niveau, est-ce que vous utilisez cette mécanique de créer des exemples pour en retirer des règles? Peut-être pas écrire les règles d'abord, puis les exemples, mais commencer par créer les exemples d'utilisation et à partir de ces exemples, en extraire les règles génériques, quoi. Alors, je vais juste poser des questions pour clarifier la question en soi. Oui. Donc, en BDD, on essaye plutôt de décrire le besoin. Donc, le besoin en feature à développer sous forme de phrases comprises et sous forme de pas de test. Et donc, à partir de ce moment-là, si on arrive à valider tous ces comportements qui sont sous forme de feature et de scénario, on pourra valider la feature en soi. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Ben, je pense que ça, du coup, ça se rejoint. Ces exemples de tests écrits en Gherkin, c'est les exemples, en fait. Globalement, Voilà. c'est souvent le product owner qui aura la main sur ce sujet-là. Actuellement, chez Rakuten, pour nous, notre priorité, c'est de pouvoir avoir les user acceptance au niveau des différentes user stories. Et en fonction de ça, il y aura une discussion avec le dev pour la partie TDD et le QA pour la partie BDD pour pouvoir apporter un peu plus d'informations sur le sujet. Le but, c'est ne pas créer quelque chose de détaillé comme on faisait dans le passé, mais réussir à apporter justement les informations pertinentes. Et bien sûr, ça sera toujours complété parce que le QA aura des tests plus poussés que la simple vision que peut avoir le PO là-dessus. Et le développeur, pareil, il aura une vision plus poussée quand il fera ses tests unitaires à ce niveau. Mais c'est vrai que les exemples sont très importants pour être sûr que tous les cas sont bien couverts. Ok, merci. Je peux rajouter, c'est que en fait, la finalité d'un projet de développement,
c'est que les spécifications du client soient respectées. Donc à partir de ce moment-là, donc le BDD, il focus sur ce que veut le client. Donc le client, il va exprimer un comportement attendu, il va exprimer une attente, une fonctionnalité, et c'est à partir de ce qu'il exprime, sans partir dans des interprétations. Et c'est pour ça que le degré de communication, il est très très haut, justement, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et vu qu'on exerce tous dans l'informatique, on comprend exactement ce que ça veut dire. Donc parfois, le manque de communication, il peut entraîner d'énormes délais, il peut entraîner d'énormes bugs qui n'ont pas lieu d'être. Et donc à partir de ce moment-là, on traduit directement le besoin, donc qui est présenté par le business analyst ou bien le product owner, en feature, en scénario, qui doivent être passés en fin de compte pour pouvoir valider la feature. Oui, tout à fait. C'est un moyen de faciliter la communication avec le client. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, écoutez, si personne n'a de questions, on va, je pense, se laisser là-dessus. Le replay, comme d'habitude, ce sera vendredi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque mise en ligne de nouvelles vidéos. Et merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine.